Alors ça, c'est vous si vous êtes le dernier humain sur Terre. Et ça, c'est vous si vous êtes écrasé par une population de 1000 milliards d'êtres humains. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer entre ces deux extrêmes? C'est vrai, c'est une bonne question ça. Rapprochez-vous mes anchois péruviens, on va d'abord voir à quoi ressemble votre vie si vous êtes tout seul au monde, puis nous allons augmenter petit à petit la population de la planète jusqu'à 1000 milliards d'humains. Pour voir déjà les dangers de la sous-population et de la surpopulation à des niveaux extrêmes. On parlera de villes fantômes et de bidonvilles géants, mais aussi de conséquences catastrophiques comme des pannes massives, des crises, des épidémies, et même des famines et bien d'autres phénomènes hardcore inattendus. Et on commence directement avec un seul habitant sur Terre. Alors bon, s'il devait y avoir un seul survivant sur Terre, ce serait probablement notre cobaye Gustave. Parce que bon, après toutes les épreuves qu'il a endurées, c'est quand même devenu un vrai combattant. D'ailleurs, dernièrement, il a subi l'entraînement hardcore d'un athlète olympique. On l'avait aussi envoyé grimper l'Everest, on l'a même forcé à manger non-stop. Bref, il mérite quand même un hommage pour tous ses exploits. Et c'est pourquoi on a décidé de créer une figurine collector à son effigie. Et je vous présente Gustave le beau gosse. C'est son nom, quoi, voilà, c'est le nom de la figurine. En fait, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous avez peut-être eu la chance de vous procurer la toute première figurine de Gustave. On l'avait sortie à l'occasion de mon premier bouquin, Le Médaillon d'Orion. Et depuis, vous êtes nombreux à en réclamer une nouvelle, alors on vous a écouté. Et donc, regardez le résultat, un regard confiant, un sourire héroïque, une posture détendue. Eh bien oui, c'est Gustave qui est prêt à relever du coup des nouveaux défis. On a lancé la figurine il y a un mois et le stock est parti en quelques jours seulement. Mais bonne nouvelle, on en avait gardé tout un tas pour un événement et on a décidé de vous les mettre sur la boutique à la place pour vous permettre de vous la procurer. Le design est unique, les détails sont soigneusement peints à la main, elle mesure 13,5 cm et là attention, c'est quand même une édition limitée. D'ailleurs à la fin du stock, elle sera plus jamais dispo et cette fois-ci, c'est vraiment les dernières. Et donc là, le lien pour la commander est en description, ce qui fait qu'en achetant cette figurine, vous soutenez ces nouvelles aventures quoi. Comme celle que Gustave va vivre tout de suite là, en devenant, voilà, le tout dernier humain sur Terre. Vous savez, je suis une légende. Il se prend pour qui, le voisin? Pardon, c'est le nom du film avec Will Smith, vous savez, qui a été adapté d'un roman. Dans l'histoire, ça se passe en 2009, et là, une épidémie décime la population du monde entier. Et là, Will Smith joue le rôle, en fait, d'un mec qui est le dernier survivant de la catastrophe. Et donc, pour occuper ses journées, il joue au golf depuis un porte-avions, pour le fun. Il explore des logements vides, à la recherche de nourriture ou d'objets utiles à sa survie. Et il diffuse aussi tous les jours un message radio destiné à d'éventuels autres survivants. Si vous m'entendez, si quelqu'un m'entend. Et bien maintenant, imaginez que vous soyez dans un scénario similaire en vrai. Là, vous êtes le dernier de tous les humains. Tout est vide et étrangement silencieux autour de vous. Ah, c'est pas marrant. Alors bon, c'est quand même pratique, il n'y a pas besoin de se lever le matin pour aller au boulot. Vous ne verrez plus la gueule des gens avec leur tête de vampire à la machine à café. Vous pouvez vous habiller comme vous voulez ou même vous balader à poil. Dans les magasins, vous prenez ce que vous voulez, c'est la belle vie quoi. Plus personne n'est là pour vous juger. Sauf qu'en même temps, il n'y a plus aucune personne pour vous aider à gérer vos problèmes. Et là, vous allez le voir, mais les problèmes arrivent très très vite quand vous êtes tout seul. Notamment les pannes totales géantes. Par exemple, en 2010, un séisme de magnitude 8,8, donc très très fort, a secoué le sud du Chili. Bilan des comptes, des centaines de morts, des milliers de blessés, et ce séisme a provoqué des pannes totales gigantesques. Déjà, les poteaux et les lignes électriques se sont effondrés, des centrales d'énergie ont été gravement endommagées, et en fait, les rescapés n'avaient plus d'eau courante, plus d'électricité, plus de téléphone, plus d'essence, et pendant des semaines entières. Du coup, ils ont dû s'organiser et se débrouiller pour survivre. D'ailleurs, pour l'anecdote, le coût total des dégâts est estimé à près de 30 milliards de dollars. Ça a bien mis un coup d'arrêt au pays. Et du coup, vous, si vous êtes le dernier humain sur Terre, il n'y a pas besoin de catastrophe en fait. La catastrophe, c'est qu'il n'y a plus personne et donc tout va tomber en panne en un temps record. Quelques heures à peine. Là, il y aura alors plus personne pour traiter l'eau et la rendre potable. Il y aura plus personne pour conduire le bus, ramasser les poubelles, réparer les infrastructures. Et bon, j'imagine que vous n'avez pas les compétences pour réparer les transformateurs électriques. Le truc, c'est que sans électricité, que ce soit les ascenseurs, les frigos, les plaques de cuisson, le chauffage, etc., rien ne fonctionne. Là, les lumières s'éteignent une à une et ne se rallumeront plus. Et là, la nuit, tout est très obscur autour de vous. Et ça, ce n'est que le début, puisqu'on va parler de dangers de plus en plus hardcore. En attendant, maintenant, vous avez la planète pour vous tout seul. Et si on ne compte pas les océans, il y a quand même 150 millions de kilomètres carrés juste pour vous de terre ferme. Ça vous fait quand même un grand jardin, quoi. Et par exemple, si on revient sur le film d'avant, Je suis une légende, le héros, il rêve souvent de sa femme et de sa fille. Chaque matin, il se réveille triste, étouffé par la solitude et puis le manque de ses proches. Et en fait, être le seul humain sur Terre, c'est un petit peu comme lancer une partie de Minecraft, mais sans les villageois. Du coup, si vous êtes tout seul, c'est pas très drôle, le jeu perd rapidement tout son intérêt. Mais même si vous n'avez pas le choix, c'est quand même possible de survivre en étant seul au monde. La preuve par exemple avec Flaminio, qui est un ermite qui vit tout seul depuis 52 ans. En fait, c'est un Italien qui a été foutu à la porte par ses parents, et alors il est parti loin,
très très loin sans jamais se retourner. Et aujourd'hui, il habite dans une vieille maison abandonnée avec un troupeau de moutons. Et Flaminio, il a appris à fabriquer ses vêtements avec des peaux de bêtes. Il s'est même construit un cadran solaire pour garder la notion du temps. Et il se nourrit avec son potager et puis du fromage de ses moutons. Il raconte qu'il se sent parfois seul et un peu triste. Mais bon, le matin, quand il voit ses moutons, là, ça va mieux, quoi. Di notte qualche volta mi sento un po' solo, ma un po' triste magari, ma al mattino quando vedo le mie pecore mi passa tutto. Bon, le truc c'est que si vous êtes tout seul, l'espèce humaine va disparaître une fois que vous allez mourir, quoi. Jusqu'à preuve du contraire, on peut pas se dupliquer tout seul, quoi. Mais vous allez voir juste ensuite qu'avec quelques survivants, vous allez rencontrer bien d'autres problèmes. Alors faut savoir, mais il y a 100 000 ans, une méga éruption volcanique a failli rayer l'humanité de la carte. Elle aurait apparemment réduit notre population mondiale à près de 10 000 individus. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. En revanche, une chose est sûre, les humains étaient devenus très très peu nombreux à cette période. Par exemple, dans le film Je suis une légende, le héros pense qu'il est tout seul lui. En fait, il a aucun moyen de communication et il peut pas savoir s'il y a d'autres personnes qui ont survécu. Sans trop spoiler, vous allez voir qu'à la fin, il va en rencontrer d'autres, des survivants. Ça, c'était aussi le cas, par exemple, avec le séisme en 2010 au Chili. En fait, certains rescapés n'ont pas pu appeler leur famille avant des semaines. D'ailleurs, ils savaient même pas si elles étaient encore en vie. Et ce n'est que lorsque l'électricité est revenue qu'ils ont pu être fixés. Maintenant, imaginez qu'une catastrophe comme une méga éruption volcanique se produise, et là, quasiment toute l'humanité est éliminée, enfin presque toute. Vraiment, le Thanos avec son gant de l'infini, là, à côté, c'est un petit joueur. Et donc on passe de 8 milliards d'humains à 10 000. Et si on suit ce ratio, en France, on passe de 68 millions d'habitants à 85. Par exemple, à Paris, on passe de 2 millions de personnes à un peu moins de 3. Ils sont où les autres? Aux États-Unis, il reste plus que 400 individus, en Chine, 1800. Et en fait, les survivants sont très très loin les uns des autres. Avec 10 000 habitants, pour vous dire, en fait, on compte une personne pour 15 000 km². Pour vous dire, c'est à peu près 2 fois toute la surface de la Corse. Et pour comparer, la réalité, la Mongolie, par exemple, c'est le pays le moins densément peuplé au monde. Et là-bas, il y a quand même 2 habitants par km². Vraiment, du coup, globalement, dans notre scénario là, avec 10 000 habitants sur toute la planète, les survivants vont vraiment chercher à se regrouper. Et en fait, dans tous les films post-apo, il y a au moins un truc qui est toujours la même chose. Ils tentent de se rassembler en groupe pour augmenter leurs chances de survie. Et en fait, si cette nouvelle société de survivants réussit à se réunir, ça ressemblerait un petit peu aux îles Tuvalu, vous voyez. On a à peu près 11 000 habitants, c'est quasiment pareil que dans notre scénario, et ils arrivent à s'en sortir. Et là, clairement, attendez-vous à ce que les personnes les plus fertiles soient les plus privilégiées. Là, elles ont clairement la responsabilité de toute la race humaine sur le dos. Par exemple, vous voyez, la Corée du Sud, c'est l'un des pays avec le plus faible taux de natalité au monde. Il y a moins de 1 enfant par femme en moyenne. Et du coup, résultat, ça fait que la population ne se renouvelle pas. Petit à petit, la population vieillit et diminue. Et donc là, pour contrer ça, le gouvernement sud-coréen récompense carrément les naissances. Et il offre, un revenu de $750 par mois pendant 1 an aux gens qui ont un enfant. Sauf que vous verrez plus tard que, même avec ce genre de mesures, ça ne suffira pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, avec aussi peu d'humains, la nature reprend peu à peu ses droits. En fait, c'est très rapide. La végétation envahit les villes désertes, elle fragilise les bâtiments en s'incrustant petit à petit. Les animaux sauvages se développent rapidement, ils élisent domicile dans ces nouvelles villes géantes et vides. Et là, vous dites, oui, mais ça prend du temps et tout. En fait, par exemple, vous voyez, la ville de Pripyat, qui est donc la ville la plus proche de Tchernobyl en Ukraine, depuis la catastrophe nucléaire en 1986, elle est clairement inhabitée par les humains à cause de la radioactivité. Et du coup, au fil des années, la ville est devenue un sanctuaire pour la vie sauvage. Dis donc, il y en a pas mal, hein. Comme quoi la vie est vraiment toujours très active ici. En plus, jusqu'à maintenant, vous voyez, on a parlé de survivants, mais il reste que 10 000 personnes en vie. Donc, qu'est-ce qui est arrivé aux autres? Est-ce qu'elles ont disparu ou est-ce qu'elles sont mortes? Bref, quoi qu'il en soit, même avec 10 000 survivants, il y a quand même plus ou moins 8 milliards de personnes qui manquent à l'appel. Ça fait que les décès vont continuer à s'accumuler à cause du manque de soins, d'eau potable, de nourriture, d'entretien, même d'électricité pour entretenir tout ça, quoi. C'est pas si différent finalement en fait du scénario où vous êtes tout seul. Les accouchements aussi dans de mauvaises conditions. Mais augmentons maintenant le palier pour passer à 1 million de survivants. Alors pour rappel, les premiers Homo sapiens sont apparus à peu près 300 000 ans. Et c'est seulement il y a 12 000 ans que la population mondiale a dépassé le million d'individus. Et ça principalement avec la naissance de l'agriculture. Autrement dit, pendant 96% de notre histoire, on était moins d'1 million d'habitants sur Terre. Et en comparaison, l'île de la Réunion compte juste à elle seule 900 000 habitants. Pareil pour les îles Fidji ou même la ville de Marseille. C'est comme si toute la population humaine avant 12 000 ans était contenue dans ces endroits. Mais maintenant, à quoi ressemblerait le monde si tout à coup il ne restait plus que 1 million de personnes à cause d'une catastrophe? Par exemple, en France, sur les 68 millions d'habitants de base,
Eh bien là, on passe à 8500. À Paris, il reste 260 personnes. Aux États-Unis, 42 000 sur les 330 millions de base et 175 000 en Chine. Et en termes de densité de population, là, on est à 150 km² par personne. Concrètement, ça veut dire que vous avez une surface qui est plus large que Paris pour vous tout seul. Alors, qui va donner à bouffer aux pigeons maintenant? Mais là, l'avantage avec si peu de monde, déjà, c'est que vous allez vivre dans un environnement beaucoup moins pollué. Il y aura moins de déchets, moins de particules toxiques. Mais là, avec 1 million de personnes, on peut quand même former une nouvelle grande société. Si tout le monde pensait à se réunir, bien sûr. Mais ça ne serait pas suffisant pour être à l'abri des grandes crises destructrices. Preuve à l'appui avec la ville de Détroit aux États-Unis. Au début du XXe siècle, c'était la capitale mondiale de l'industrie automobile. À ce moment-là, la ville grandit à toute vitesse et devient un symbole du rêve américain. Les gens veulent aller à Détroit. C'est the place to be. Petit problème, dans les années 50, des usines ferment pour aller chercher plus de rentabilité ailleurs. Là, c'est le début des délocalisations, hop, dans d'autres pays, moins cher, machin. Et à ce moment-là, le chômage augmente, ce qui fait que la ville passe de 2 millions de personnes à près de 600 000 aujourd'hui. À partir de là, le prix de l'immobilier chute en flèche, l'économie de la ville se casse la figure. Et là, on peut trouver alors des rues entières où tout le monde essaye de vendre ses baraques. Ça fait vraiment un peu ville fantôme, hyper glauque quoi. Il y a à peine plus de 10 ans, la ville de Détroit s'est déclarée en faillite avec une dette de 18 milliards de dollars de l'époque. D'ailleurs, on verra plus tard que plus on tombe de haut, plus ça peut faire mal. Et du coup, si la population mondiale chute à 1 million d'habitants, ça risque d'être le chaos d'un point de vue économique. Et quand vous êtes dans ce genre de scénario, l'offre et la demande se battent en sucette. Typiquement, avec juste 1 million d'habitants, vous pouvez acheter des bâtiments, des immeubles, voire même des morceaux de ville entières vraiment pour des bouchées de pain. Il y a beaucoup plus d'eau par habitant, de bois, de terres agricoles, bref, quasiment de tout. D'ailleurs, certains métiers sont devenus totalement inutiles. Genre un influenceur lifestyle, c'est compliqué là. Il y a 11 personnes sur le live. Vous êtes où? Alors que si vous êtes médecin, mécanicien, agriculteur, couturier, clairement sur vous que là, la société repose. D'ailleurs, la main-d'œuvre est devenue hyper précieuse dans ces domaines qui sont essentiels à la survie. Et là, en plus, attention, parce que à cause du manque de main-d'œuvre, il y a des nouveaux dangers qui nous menacent, notamment les barrages. Un barrage, c'est fait pour tenir quand même, sauf que sans entretien, c'est bête, mais ils vont finir un par s'effondrer, même si ça va prendre des années ou des décennies. Imaginez des quantités monstrueuses d'eau qui vont se déverser dans des vallées entières. Comme par exemple la catastrophe du barrage de Saint Francis en Californie. C'était en 1928 et là on avait une grosse fuite qui n'a pas été réparée à temps. Le barrage a cédé et il a déclenché une vague de 43 mètres de haut et 430 personnes ont été tuées. Peut-être encore pire que l'eau, c'est peut-être les départs d'incendie que vous devez craindre. Au Canada, l'année 2023 a d'ailleurs battu tous les records de feux hors de contrôle. En fait, il y a près de 12 millions d'hectares qui vont brûler en quelques mois. C'est la surface de toutes les forêts françaises en fait. Je me suis porté volontaire et j'ai passé 3 semaines au Québec à lutter contre ces feux gigantesques du matin au soir. Il y avait environ 1000 incendies différents à gérer en même temps, dont plus de 600 considérés comme hors de contrôle. On devait prioriser pour défendre des points sensibles, c'est-à-dire les infrastructures, les lignes électriques, les ressources en eau, les voies de circulation. Toute la partie qu'on a traitée, avec le détachement français, a pu être mise sous contrôle. Heureusement, la météo nous a aidés, avec des températures moins élevées et un peu de pluie. Mais le problème, c'est qu'avec 1 million de survivants, il n'y a pas assez de pompiers en renfort. Vous n'êtes vraiment pas assez nombreux pour pouvoir éteindre des feux aussi gigantesques. Donc là, préparez-vous à devoir fuir à n'importe quel moment. Donc, il risque d'y avoir plein de morts supplémentaires avec ce genre de catastrophe. Mais ça pourrait être bien pire avec le danger qui nous attend juste ensuite. Alors en France, on est 68 millions d'habitants, et pour info, c'était aussi la population de tout l'Empire romain à une certaine période. Sauf que si je vous disais que tous les ans, la Terre accueillait 89 millions d'âmes en plus. Voilà, plus que la population française, tous les ans, qui pop. En fait, ça c'est le compte si on retire les décès par rapport aux naissances. Sauf que à l'inverse, dans notre histoire, il est déjà arrivé que la population humaine baisse. Et là, si vous pensez instinctivement à la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, désolé, mais même pendant cette période avec des millions de morts, la population mondiale a augmenté. Par contre, au XIVe siècle, à cause de la pire pandémie de l'histoire, la peste noire, là, ça a été une hécatombe. En fait, on estime qu'elle aurait provoqué à peu près 75 millions de morts dans le monde. Et on n'était pas des milliards à ce moment-là. On estime que ça aurait à peu près décimé le quart de toute la population mondiale. Du coup, imaginez un truc un peu similaire, un peu comme un Covid dopé aux hormones, qui décimerait tellement de personnes qu'il n'en resterait plus que 60 millions sur Terre. Et bien là, proportionnellement, en France, il resterait 600 000 Français. Sur Paris, il y aurait 18 000 habitants. Aux États-Unis, 3 millions de personnes et 12 millions en Chine. Alors je pense que vous n'auriez pas aimé être à cette période de l'histoire, mais avec la peste noire, il y avait vraiment une sale ambiance, quoi. Mais malgré tout, les historiens ont remarqué un bénéfice, si on peut dire en fait, avec cette période. En fait, avec autant de morts, il y avait moins de bouches à nourrir. Ce qui veut dire donc plus d'espaces de culture et donc plus de ressources disponibles pour les survivants.
Paradoxalement, cette peste noire a peut-être évité des famines et des pénuries. Et donc elle a permis une sorte d'abondance pendant quelques temps, quoi. Bon, même si elle a provoqué quand même une mort rapide et douloureuse pour les gens qui étaient atteints. En tout cas là, si on a 68 millions d'habitants qui restent sur Terre, eh bien là, une personne a le droit à 2 km². Alors, de base dans la vraie vie, eh bien la densité moyenne de population sur Terre, si on étalait tout le monde sur toutes les terres vivables, c'est 61 habitants par km². Donc c'est 120 fois plus par rapport à notre scénario. Cela dit, vous allez voir qu'avec la surpopulation qui vous attend dans la suite de la vidéo, vous risquez d'être vraiment serré. Mais en tout cas, avec 68 millions d'habitants, eh bien petit à petit, le monde ressemble de plus en plus à celui qu'on connaît. Les pays sont toujours là, les grandes villes aussi. Sauf que là, l'économie est vraiment chamboulée. Et à cause d'un gros problème auquel est d'ailleurs confronté le Japon. Sachant qu'aujourd'hui, le Japon compte plus de 120 millions d'habitants, eh bien selon des estimations, ils seraient 2 fois moins nombreux en 2100. Parce que ouais, en effet, la population japonaise vieillit, mais le problème c'est qu'ils ne font pas assez d'enfants, un petit peu comme la Corée du Sud. Et donc il y a beaucoup plus de morts que de naissances, ça crée un énorme déséquilibre. Si le déclin démographique se poursuit au rythme actuel, le maintien de tous les systèmes économiques et sociaux sera impossible. Il y aura trop de retraités et plus assez de travailleurs pour les financer, on assistera à l'effondrement du système de sécurité sociale, de la retraite, des hôpitaux. Afin d'éviter ce sombre scénario, nous pensons qu'il faut absolument que la population japonaise ne redescende jamais en dessous de 80 millions d'habitants d'ici 2100. Bref, en tout cas, si la population mondiale chute à 68 millions d'habitants, tous nos systèmes vont s'effondrer. Déjà, beaucoup de débris de satellites vont finir par retomber et se cracher sur Terre, car évidemment, les programmes spatiaux ne seront plus trop dans les priorités, donc on ne pourra pas entretenir tout ça, quoi. Hein ? Et surtout là, on sera plus assez nombreux pour éviter par exemple une catastrophe nucléaire. En fait, pour faire simple, les réacteurs nucléaires ont besoin d'être refroidis en permanence. Sinon, il risque de se produire la même chose qu'à Fukushima en 2011. Je le rappelle, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? En fait, après un séisme, les systèmes de refroidissement sont tombés en panne. Et là, le cœur des réacteurs a chauffé de plus en plus sans pouvoir se refroidir. Ce qui a alors entraîné des grosses fuites radioactives et des explosions. Ce qui fait que le nombre de victimes liées à cet accident est toujours débattu aujourd'hui. Mais ce serait au moins des milliers de personnes. Heureusement, aujourd'hui, il existe des systèmes pour arrêter en urgence les réacteurs. Mais encore faut-il agir assez vite pour éteindre les 440 réacteurs nucléaires dans le monde. Sans quoi, du coup, le nombre de morts, de cancers, de zones inhabitables à cause de la radioactivité pourrait augmenter en flèche. Et d'ailleurs, en parlant d'explosion, on va maintenant voir les conséquences si le nombre d'habitants sur Terre augmente d'un coup. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on est 11 milliards ? Depuis des siècles, des experts prédisent que la surpopulation va entraîner des catastrophes. Notamment, on a un certain Thomas Malthus, qui est un économiste du XVIIIe siècle. Et en fait, selon lui, la population évolue toujours plus vite que les ressources disponibles, ce qui finirait par entraîner des famines et de la pauvreté inévitables dans le monde entier. Mais heureusement, ce cher Malthus avait trouvé la solution à tous nos problèmes, déjà au XVIIIe siècle, vous vous rendez compte. Et pour lui, c'était très simple, respecter la chasteté absolue avant le mariage et contrôler les naissances. Et aussi laisser crever les sans-abri, quoi. Parce que, selon ces termes, aider les pauvres, c'est multiplier la pauvreté. Voilà, moi j'ai fait mes calculs. Sauf que ce cher Malthus ne connaissait pas le concept de transition démographique. En gros, le taux de naissance est lié au taux de mortalité, mais avec un décalage. Donc, à un moment donné, le nombre de morts diminue, mais pas le nombre de naissances. Et ça, c'est pendant ce laps de temps plus ou moins long que la population augmente énormément. Sauf que Malthus, il y a un truc qu'il n'avait pas prévu, parce que lui, il pensait que plus on allait être nombreux, plus ça allait être une merde pas possible et que tout allait s'effondrer. En fait, il n'avait pas prévu qu'une population finit toujours par se stabiliser. En fait, il s'agit d'un cycle naturel dans toutes les sociétés. Et d'ailleurs, très clairement, en Europe, on l'a déjà terminé. Et en réalité, la plupart des pays sont en train de finir leur transition, et donc de se stabiliser. Typiquement, au Bangladesh, il y a 50 ans, une femme avait en moyenne 7 enfants dans ce pays. Mais aujourd'hui, c'est 2 enfants par femme en moyenne. Et donc, dans quelques années, la population au Bangladesh commencera à diminuer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ce qui fait que, d'après l'ONU, bonne nouvelle, mais la population mondiale ne dépassera jamais les 11 milliards d'individus. En fait, selon eux, on atteindra à peu près ce nombre vers 2100, puis à partir de là, la population mondiale commencera à baisser. Donc rassurez-vous, il n'y aura pas d'invasion de bébés. Néanmoins, 11 milliards de personnes, ça fait quand même beaucoup. Et là, imaginez que Thanos se trompe et fasse apparaître des gens au lieu de les faire disparaître. Là, paf, d'un coup, on se retrouve avec à peu près 3 milliards d'habitants en plus sur Terre, par rapport au monde de 2024. Ça veut dire à peu près 1/3 de personnes en plus sur notre planète. En fait, c'est comme si vous preniez une colocation de 3 personnes et qu'on vous rajoutait un coloc. D'ailleurs, si ça semble un peu délicat à ce moment-là, imaginez ce que ça donnera quand on sera 100 milliards ou même 1000 milliards d'habitants. Mais bon, n'allons pas trop vite. Déjà, est-ce que vous avez entendu parler de la politique de l'enfant unique en Chine ? Parce qu'elle a duré quand même 35 ans et c'est terminé il n'y a pas si longtemps, en 2015. Et bon, ils ont fait ça pour éviter que la population chinoise n'explose. Et donc, le gouvernement chinois punissait ceux qui avaient plus d'un enfant. Si les parents s'avisaient à avoir 2 enfants, ils devaient payer des amendes, ils étaient privés d'aide sociale et il y a même eu des avortements et des stérilisations de force. Ce
Ce qui fait que d'ailleurs, dans le pays, ça a provoqué un truc complètement dingue, mais il y a plus de 10 millions d'enfants fantômes là-bas. C'est-à-dire c'est des enfants qui ont été cachés par leurs parents, sans papier. Mais dans notre cas là, avec 11 milliards d'humains à gérer d'un coup, on peut imaginer qu'il sera interdit d'avoir des enfants dans plein de pays. Donc la politique de l'enfant unique ou de 0 enfant sera mise en vigueur. Mais bon, quand même, bonne nouvelle, c'est qu'en théorie, on pourrait nourrir 3 milliards de bouches en plus. Comment on pourrait faire? Même là maintenant, déjà, il faudrait arrêter le gaspillage alimentaire. Et rien qu'avec ça, ça pourrait permettre de nourrir 1,6 milliard d'habitants en plus. Mais l'autre solution, c'est le fait de devenir végétarien. Parce que bon, en fait, c'est con, hein, mais pour produire 1 kg de bœuf, il faut produire 13 kg de céréales et 30 kg de foin pour nourrir le bœuf. Mais si au lieu de ça, on mange directement les céréales, ou alors d'autres cultures qui permettent de nourrir l'humain, et bien tout de suite, ça nous permettrait de produire beaucoup plus de nourriture. Ce n'est donc pas la question du nombre d'humains sur Terre qu'on doit se poser, mais plutôt celle de la façon dont ils vivent. Sommes-nous trop nombreux? Consommons-nous trop? C'est avant tout une question de choix. Alors en Inde, de base, la ville de New Delhi, accrochez-vous, accueille 33 millions d'habitants. C'est quasiment la moitié de la population française dans une ville. En plus de ça, hélas, c'est la ville la plus polluée au monde. L'air est complètement saturé de particules fines qui sont hyper nocives pour la santé. Respirer dans cette ville, c'est un petit peu comme respirer dans une caisse remplie de poussière. Ce qui fait que ces particules fines cancérigènes rentrent dans les poumons puis dans le sang et vous niquent la santé à petit feu. Là vous dites ouais mais est-ce que c'est vraiment si pollué que ça? Prenons une comparaison. Vous voyez la ville de Paris, c'est quand même pollué, les gens ils se disent on respire mal, etc. En 2019 on a analysé la concentration de particules fines dans les deux villes. En gros à Paris l'indice de pollution était de 6 et à New Delhi il était de 469. Ce qui fait que ces particules fines cancérigènes entrent dans les poumons puis dans le sang. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans la vraie vie et dans le monde la pollution de l'air provoque 9 millions de morts par an. Et là, pour vous dire si ça fait beaucoup ou pas, ça représente plus de décès que les consommateurs de tabac. Et donc, avec 11 milliards d'habitants, il y aura plus de pollution, les gens seront concentrés davantage, donc plus de morts aussi. Mais le plus grand risque, clairement, ce serait les épidémies. Parce que plus une population est dense et les gens sont serrés, plus le risque d'épidémie est grand, notamment le choléra. Autrement dit, si on additionne la pollution, les maladies et les famines potentielles, eh bien on peut s'attendre au minimum à des centaines de millions de morts. Mais ce n'est encore rien par rapport à ce qui nous attend. Alors il se trouve qu'au total, on a à peu près 116 milliards de personnes qui sont nées depuis le début de l'histoire de l'humanité. Autrement dit, avec la population actuelle de 8 milliards, eh bien on fait partie des 7% des humains qui ont existé. Mais maintenant, imaginez que la totalité de nos ancêtres revenait à la vie, comme par magie on va dire. Ce qui fait que là on se retrouverait d'un coup avec 116 milliards d'habitants sur Terre. Voilà, en France, on passe de 68 millions d'habitants à quasiment 600 millions de personnes. À Paris, on est maintenant 18 millions. Vous remarquerez que c'est moins que New Delhi. Mais en tout cas, je peux vous dire que votre studio de 9 mètres carrés, ça va être vraiment du luxe. Aux États-Unis, par exemple, ils sont maintenant 3 milliards et en Chine, 12 milliards. Alors vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous disais qu'il y avait 150 millions de kilomètres carrés de surface terrestre. En vrai, il faudrait retirer plein de zones qui sont inhabitables, genre les déserts, les montagnes. Et donc, si on retire déjà tout ce bazar, il reste 134 millions de kilomètres carrés à se partager. Et bien là, on aurait une densité de population de 866 habitants par kilomètre carré, soit à peu près 2 fois plus que celle de l'Inde en temps normal, ce qui laisse à peu près 1000 mètres carrés par personne. Déjà, si vous pensez qu'on va manquer d'espace et qu'on va étouffer, bien en vrai, détrompez-vous. En 2016, la répartition de la population sur Terre a été analysée grâce à des données de la NASA, et là, résultat, la moitié de la population mondiale vit sur seulement 1% du territoire de la planète. Par exemple, du côté de la France, c'est un peu plus réparti, la moitié de la population vit sur 3% du territoire. Tandis que l'autre moitié de la population est plus étalée, notamment à la campagne. Bref, ça montre quand même que la place n'est pas vraiment un problème. Il y a vraiment beaucoup d'espace sur Terre, c'est grand. Concrètement, ce serait plutôt les logements qui vont avoir un peu tendance à manquer, quoi. Ce qui fait que des champs et des forêts vont être rasés pour construire des abris de fortune. Alors là, je suis pas... Ça fera plaisir à Ikea. Les bidonvilles vont également bien sûr se multiplier de partout et sur 116 milliards d'habitants, la majorité va vivre dans des bidonvilles immenses. Comme Orangi Town au Pakistan qui est le plus grand bidonville au monde. Pour vous dire, là-bas, il y a autant d'habitants qu'à Paris qui vivent dans ce bidonville, soit 2 millions. Et donc les bidonvilles sont à peu près faits de boue, de parpaing et de tôle. Et dans ce bidonville-là, à peu près 9 personnes se partagent un petit logement de 2 chambres, en moyenne. Il n'y a pas d'eau courante et les seuls stocks d'eau sont contaminés par la pollution et les bactéries. Ce qui fait que des maladies comme le choléra et la dengue sont hyper répandues. Cela dit, vous verrez dans la dernière partie qu'il existe des endroits encore plus denses et plus dangereux sur Terre. Mais bon, là, l'idéal dans notre scénario avec 116 milliards d'habitants, ce serait de s'inspirer de certaines grandes villes comme Hong Kong. Parce que eux, ils utilisent les 3 dimensions pour optimiser l'espace. Concrètement, en fait, ils construisent la verticale avec plein de buildings, des gratte-ciel et compagnie. Parce que plus on a d'étages, plus il y a de place pour loger les gens.
Sauf qu'évidemment, ça prendrait des années et des années à construire. Et d'ici là, très clairement, sur les 116 milliards, il y aurait un nombre abusé de milliards d'habitants qui n'auraient pas les moyens en fait de se loger, de se nourrir et compagnie. Et donc, ça nous ferait des dizaines de milliards de morts là. Et en plus de ça, une partie des terres agricoles vont être envahies par la surpopulation. Parce que non seulement il y a moins de bouffe par habitant, mais en plus il y a moins de place pour la cultiver. Tous ces milliards de gens là, ils viennent, ils s'assoient dans les champs quoi. Et là aussi, il faut optimiser à fond les espaces et la production alimentaire. On peut prendre exemple sur Paris, où les potagers sur les toits se multiplient, avec parfois même de vraies petites fermes, notamment sur le toit de la RATP ou même d'un opéra. Mais en plus de la famine, le nombre de morts explose à cause des maladies. Comme on l'a vu, les bidonvilles et la densité de population propagent les virus et les bactéries. Si on est 15 fois plus nombreux sur Terre, ça veut aussi dire 15 fois plus de patients à l'hôpital. Et donc il faut prioriser pour soigner les cas les plus graves, d'abord comme pendant le Covid. Au moment du Covid, la charge de travail est soudainement devenue immense. Tout le personnel du service réanimation était mobilisé. Des renforts sont arrivés de partout à l'hôpital. Il a fallu les former sur le tas. On a travaillé dans la peur, l'anxiété, la fatigue générale, l'épuisement. On s'est retrouvés en slip, façon de parler, un paquet de fois. Le manque en matériel de protection a renforcé l'anxiété du contexte de pandémie. Des gens décèdent pour des grippes ou des infections basiques, faute de pouvoir être soignés. Bref, si d'un coup on se retrouve avec 116 milliards d'habitants, la population va redescendre à un rythme abusément vite. Bilan des comptes, on arrive à des dizaines de milliards de morts en seulement quelques mois. Qu'est-ce qui pourrait se passer si on exagérait encore plus le trait ? Alors il est possible que dans très très longtemps, l'espèce humaine aura colonisé d'autres planètes. À ce moment-là, on sera peut-être 1000 milliards, répartis un petit peu partout dans la galaxie. Sauf si on s'est éteint évidemment entre-temps, mais prenons le scénario positif. Que se passe-t-il si en un claquement de doigts, on se retrouve à 1000 milliards d'humains sur Terre, là, tout de suite. Ce qui reviendrait à multiplier la population par 125. La France compte à partir de là 8,5 milliards d'habitants. Ce qui reviendrait en fait à accueillir la totalité de la population mondiale actuelle sur notre territoire. Spoiler, ça va mal finir. Les États-Unis, de leur côté, accueillent 42 milliards de personnes et la Chine, 175 milliards. La densité de population est maintenant de 7600 habitants par kilomètre carré. Autrement dit, chaque personne sur Terre dispose de 131 mètres carrés. Alors vraiment pour tout. Habiter, cultiver sa bouffe, etc. C'est vraiment pas beaucoup. En comparaison, l'Inde est actuellement le pays le plus peuplé au monde devant la Chine. Et leur densité de population est de 436 habitants par kilomètre carré. Sauf que l'Inde, c'est loin d'être le pays le plus densément peuplé, puisqu'en vrai, devant, il y a un autre pays auquel vous vous attendez pas, mais c'est Monaco. Parce que dans ce pays minuscule, la densité de population est de 19 000 habitants par kilomètre carré. Pourtant là, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de se dire que les monégasques sont serrés quoi. Pourtant, ce n'est toujours pas l'endroit le plus dense de la planète. Parce qu'en fait, le record, il va à Manille, qui est la capitale des Philippines, avec près de 43 000 habitants par kilomètre carré. C'est clairement du coup du délire. Alors bon, là, avec 7600 habitants par kilomètre carré, on est loin d'être aussi serré qu'à Monaco ou à Manille. Et justement, là, on se retrouve avec un autre type de problème. Et la ville de New York et de Taïwan ont un point commun. En fait, elles s'enfoncent petit à petit dans le sol. À la fois à cause du poids de la ville et aussi de la composition du sol en dessous. D'ailleurs, il y a plusieurs villes qui ont ce problème-là. Et donc, en fait, elles coulent parfois de plus de 5 cm par an. Ça paraît pas énorme, en fait, mais au bout de plusieurs années, en fait, ça fout un bordel monstrueux. Donc, imaginez le truc avec 125 fois plus de personnes. Là, en à peine quelques années, ces grandes villes pourraient s'enfoncer sous le niveau de la mer et couler. Et d'ailleurs, dans les grandes villes, vous risquez de rencontrer le danger le plus violent, les mouvements de foule. Et là vous dites, mais mouvement de foule, c'est-à-dire, en fait oui, imaginez des humains agglutinés au même endroit, mais tellement serrés qu'ils n'arrivent plus à se déplacer. Et ça pourrait arriver un peu partout dans le monde, très facilement. Et il se trouve que le pire mouvement de foule de l'histoire a eu lieu pendant le pèlerinage de la Mecque en 2015. Là, un bouchon humain s'était créé au niveau d'un croisement, ce qui fait qu'en fait la densité de personnes a monté jusqu'à atteindre plus de 7 personnes par mètre carré. Alors oui, si vous posez la question, on peut mettre plus de 7 personnes par mètre carré. Sauf qu'à partir de là, des milliers de gens se sont retrouvés asphyxiés et écrasés contre les autres, et au total, près de 2500 personnes sont mortes. Dans notre scénario ultime, avec tous ces mouvements de foule, des millions et des milliards de morts peuvent s'accumuler en quelques jours. En fait, c'est tellement rapide qu'on n'a même pas le temps de les enterrer correctement dans un cimetière. Un peu comme en 2010, lorsqu'un séisme particulièrement meurtrier a secoué l'île de Haïti. Suite à ça, il y avait des cadavres de partout. À tel point que dans l'eau, il y avait plus de 70 000 corps qui ont été enterrés dans des fosses communes géantes. Et ça, c'est ce qui va se passer dans ce dernier scénario. Pourtant, même avec tous ces morts, il reste toujours des centaines de milliards d'humains en vie. En fait, il y a des gens de partout. Chaque kilomètre carré sur Terre est rempli. Des camps immenses sont construits pour accueillir tous ces humains en plus. Des gens tentent de fuir les pays les plus denses pour aller chercher un peu d'espace dans des zones un peu moins peuplées. Autant vous dire que l'Inde, ça va être vraiment compliqué. Et surtout, la nourriture est rationnée. En fait, quasiment personne ne mange à sa faim, à part les plus riches et ceux qui produisent à manger. Résultat, certains se mettent à voler pour ne pas mourir de faim. Tandis que d'autres choisissent le cannibalisme. C'est horrible.
Alors ça peut sembler difficile à imaginer que des humains se mangent entre eux aujourd'hui, pourtant c'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises le siècle dernier. Typiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale, le siège de la ville de Leningrad a duré près de 2 ans. La nourriture s'est alors mise à manquer, les animaux de compagnie ont été mangés, puis les actes de cannibalisme sont devenus de plus en plus courants, au point que la police russe a dû créer une nouvelle catégorie de crime appelée meurtre pour consommation de viande humaine. Et là, en parlant de guerre d'ailleurs, la Troisième Guerre mondiale ne tarde pas à éclater. Tout simplement parce que les peuples se battent pour accéder à plus de territoire, plus d'énergie, d'eau, de nourriture. Là, vraiment, si vous pensez qu'avec 8 milliards d'habitants, c'est un peu ric-rac niveau ressources, avec 1000 milliards, c'est pas pareil quoi. Donc si je résume bien, on a déjà des milliards de gens qui meurent, écrasés, asphyxiés, affamés, assoiffés. Mais maintenant, on a des centaines de milliards de morts sous le feu des bombes. C'est évidemment, à partir de là, la pire tragédie de l'histoire de l'humanité. La population baisse à une vitesse vertigineuse, mais avec 1000 milliards d'humains sur Terre, là c'est la seule fin possible. La population doit baisser d'une façon ou d'une autre. Les ressources sur Terre sont limitées et autant d'humains, quand on n'est pas préparé surtout, c'est pas possible. Mais là le problème c'est qu'avec une troisième guerre mondiale de cette ampleur, ça peut totalement anéantir l'espèce humaine. À moins que peut-être il ne reste plus que vous, le dernier humain sur Terre. Finalement, on n'est pas si mal avec 8 milliards d'humains sur Terre. D'ailleurs, je rappelle que si vous voulez avoir Gustave avec vous, pour toujours peut-être, eh bien la figurine est disponible en ce moment. On est loin d'une surpopulation de milliards de Gustave, donc ça devrait le faire. Elle est en édition limitée en plus. Vous pouvez la commander dès maintenant, le lien est en description. Et voilà, sur ce, à la prochaine.